Voilà, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup de prendre le temps, quelques minutes, pour suivre cette capsule vidéo. Donc, je m'appelle Manon Bollet, je suis chercheur à l'Université de Liège, sous la direction du professeur André Lemaître, et je me consacre principalement au volet belge francophone du projet de recherche Gender Art. Et ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui quelques minutes, c'est de quelques résultats préliminaires concernant la place des violences interpersonnelles dans le parcours des femmes usagères de substances psychoactives. De manière très générale, on sait que de nombreuses études de prévalence ont établi un lien entre criminalité et usage de substances psychoactives. Ça a été particulièrement mis en évidence dans l'ouvrage tout à fait classique de Brochu, Brunel et Plourde qui s'appelle Drogue et criminalité, une relation complexe. Et ils disent à ce sujet que la majorité des contrevenants consomment des drogues illicites, mais aussi à l'inverse qu'une importante proportion de personnes sous traitement pour leurs problèmes de consommation ont déjà commis au moins un délit ou ont déjà été judiciarisées. De manière un petit peu plus spécifique au sujet qui nous concerne aujourd'hui, l'association entre vécu de violence et usage de substances psychoactives a aussi été établie dans de nombreuses études, à la fois chez des victimes de violences, en particulier chez les femmes ou chez les personnes issues de la minorité sexuelle, mais aussi chez des auteurs de tels faits de violence. En particulier, les faits de violences subies ont été pas mal mis en lien avec l'usage de substances psychoactives. C'est notamment ce qu'ont mis en évidence Benoît et Dembélé dans une revue de la littérature. Ils ont pu observer des taux de prévalence considérablement plus élevés de violences subies chez les personnes dépendantes par rapport à la population générale. Pour aller encore un petit peu plus loin dans le sujet, Fernandez Montalvo et ses collègues ont observé donc un échantillon de personnes qui étaient en traitement et ils ont vu que les taux de prévalence étaient encore plus élevés chez les femmes, même s'ils étaient également assez élevés chez les hommes. Certaines études se sont plus particulièrement penchées sur les associations qui pouvaient exister entre violences commises au sein du couple et usage de substances psychoactives. Dans une revue de la littérature systématique qui est très récente, Ogden et ses collègues ont ainsi pu montrer que les violences commises par un partenaire intime étaient associées à un usage de substances subséquent, à des diagnostics de troubles liés à l'usage de substances, mais aussi à des impacts sur le traitement. Dans une étude longitudinale américaine que j'ai trouvée très intéressante, donc de Gilbert et ses collègues, ils ont pu observer que l'usage de cocaïne, de crack et d'héroïne lors de la première collecte de données allait faire augmenter le risque de différentes formes de violence conjugale lors des collectes de données subséquentes, mais aussi, et là on voit une sorte d'influence réciproque entre violence et usage de substances, que le fait d'avoir subi des violences sexuelles en particulier dans cette étude dans le couple faisait augmenter le risque d'usage de crack, de cocaïne et de drogue dure. D'autres études se sont particulièrement intéressées aux effets que pouvaient avoir les violences commises durant l'enfance. Certaines, dont celle de Tripodi Petus David, ont montré qu'il pouvait y avoir un lien aussi avec l'usage de substances psychoactives plus tard au cours de l'âge adulte. Ils ont ainsi montré que les femmes qui avaient subi des faits de violence physique et sexuelle durant l'enfance, dans une population de femmes incarcérées, avaient plus tendance à souffrir d'un trouble lié à l'usage de substances que les autres qui n'avaient pas été victimes de tels faits. Globalement, en fait, il y a beaucoup d'études qui ont mis en évidence que l'usage de substances psychoactives chez les femmes pouvait en réalité être une stratégie pour faire face à des événements traumatiques. Ça fait aussi écho à certaines conclusions de Giacomello dans une étude de 2020. Donc, Giacomello s'est intéressé au parcours de vie de femmes mexicaines qui étaient incarcérées pour des faits en lien avec la drogue. Donc ces femmes-là, elles avaient des parcours de vie très marqués par des expériences de violence de toutes sortes, souvent depuis l'enfance, mais également à l'âge adulte, et aussi de violences commises. Et dans ce cadre, Giacomello a observé, on est parvenu à la conclusion que l'usage de drogue pouvait apparaître comme un mécanisme d'adaptation contre la douleur causée par les différentes expériences de violence vécues depuis l'enfance et puis encore à l'âge adulte. Elle a aussi conclu que ça pouvait les mener à des situations plus risquées. Et donc là, on retrouve aussi un petit peu cette idée d'influence réciproque. Bien sûr, même si la violence des femmes est généralement invisibilisée, les femmes ne sont pas forcément uniquement des victimes de violences et les femmes usagères de substances psychoactives non plus. Et donc ici, je me suis penchée sur l'étude de Robitaille et Cortoni de 2014 sur les théories implicites liées au comportement violent chez les femmes. Donc ici, c'est une étude qui porte sur les femmes en général, pas forcément les femmes usagères de substances.
Donc très rapidement, les théories implicites, c'est essentiellement des schémas cognitifs qui eux-mêmes se définissent comme des structures qui contiennent des attitudes, des croyances et des suppositions et qui sont construits à partir de l'expérience de la personne et soutiennent son comportement. Donc ils sont évidemment hautement personnels et rarement explicités. Robitaille et Courtoni ont mis au jour 6 théories implicites, que je ne vais pas toutes citer ici parce que le temps presse. Mais ici, moi, celle qui m'intéressait particulièrement dans le cadre de mes travaux, c'est la théorie implicite « je perds le contrôle ». Donc, cette notion de manque d'autorégulation dans laquelle on retrouve justement une association entre usage de substances et violence dans le discours des femmes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette théorie implicite-là, c'était vraiment celle qui était le plus représentée chez les femmes. Plus de 3/4 avaient fait appel à ce genre de discours. Et donc, elles disaient avoir agi à cause de leur consommation de drogue ou d'alcool, d'un mauvais mélange de drogue, de leur menstruation ou encore d'un problème de santé mentale. Il y a également une autre étude, celle de Stuart et de ses collègues, une étude américaine qui s'est penchée sur un échantillon de femmes arrêtées pour violence conjugale. Et alors eux, ce qu'ils ont mis en évidence, c'est que les risques de perpétrer des violences physiques à l'encontre de leurs partenaires intimes étaient vraiment très nettement supérieurs les jours où les femmes avaient bu de l'alcool ou les jours où elles en avaient fait un usage lourd, et que ce risque augmentait aussi avec chaque unité d'alcool ingérée. Mais aussi, les risques pour elles de subir des violences de la part de leur partenaire étaient supérieurs les jours d'usage. La cocaïne, quant à elle, l'usage de cocaïne était particulièrement associé à des risques de violence sexuelle les jours d'usage. Donc ça, c'était un petit peu pour planter le décor, on va dire, au niveau de la littérature. Et maintenant, j'aimerais bien vous dire quelques mots sur mon échantillon, ou plutôt mes échantillons, puisqu'il y en a 2. Donc, j'ai utilisé premièrement des entretiens issus de l'étude de Gender Art, donc à laquelle je me consacre. J'ai pris 8 entretiens individuels semi-directifs que j'ai réalisés en Belgique francophone en 2021 et en 2022 grâce à des partenariats avec des institutions qui offrent des services aux personnes usagères de substances psychoactives. Donc, il s'agit de femmes qui sont âgées de 33 à 53 ans et qui sont pour la plupart polyconsommatrices au moment où je les rencontre. J'ai aussi sélectionné 14 entretiens individuels semi-directifs au sein de l'étude Genstar. Donc, c'est une étude qui a été publiée en 2018 par Belspo, qui a eu lieu en Belgique. Et les entretiens que j'ai sélectionnés, donc, ils ont été réalisés en 2016 et en 2017 en Belgique francophone par une autre chercheuse. Et cette étude-là portait plus spécifiquement sur le traitement et la prévention sensible au genre pour les femmes toxicomanes et alcooliques en Belgique. Donc, ce sont ici des femmes qui ont été interrogées sur ces sujets-là et un peu moins sur l'alcool. Un peu moins sur les violences en particulier. Il n'y avait pas ces questions-là dans le guide d'entretien. Donc, on peut pas évidemment traiter des aspects plus quantitatifs. Mais par contre, c'est intéressant parce qu'elles ont spontanément fait appel à ces questions-là en parlant de leur usage de substances et en parlant de leur expérience de traitement. Donc, j'ai sélectionné ces 14 entretiens-là parce qu'elles parlaient de ces expériences de violence. Et il s'agit de femmes qui sont âgées de 26 à 58 ans et qui sont, au moment de l'entretien, pour la plupart abstinentes, avec un historique de polyconsommation. Alors, qu'est-ce qui est ressorti de ces entretiens? Première petite précision avant de vraiment commencer les résultats. Tous les prénoms que vous allez voir ici dans les encadrés sont évidemment des prénoms d'emprunt. Donc, ce que je peux dire déjà, c'est que quand je regarde les échantillons plus globaux, je pense surtout à l'échantillon Gender Art, on voit qu'il y a vraiment des vécus de violence subis pour la majorité des participantes. C'est quelque chose qui est malheureusement très, très, très commun. Ces violences, elles commencent pour pas mal d'entre elles depuis l'enfance, dans la famille d'origine. Et ce sont des violences qui vont souvent se poursuivre au cours de la vie. Ce qui fait que certaines d'entre elles vont vraiment faire appel dans leur discours à des notions de continuité, de répétition, voire même de permanence, comme on peut le voir ici dans cet extrait de l'entretien avec Jeanne qui a 49 ans, puisqu'elle m'explique qu'elle a déjà connu de la violence auprès de son beau-père dans sa famille d'origine, avec son mari, avec la famille de son mari, et que finalement, les mots qu'elle utilise quand elle parle de la violence, c'est tout le temps. Certaines vont expliquer les violences de la famille d'origine par des violences que les parents auraient eux-mêmes subies dans leur propre famille d'origine, ou bien, voire les deux, par l'alcoolisme des parents. Et donc ici, on voit une première association dans leur discours entre usage de substances psychoactives et violence. Ici, c'est le cas dans cet extrait de Pascal, 53 ans, qui m'explique qu'elle a vécu beaucoup de violence à la maison avec son père, mais que lui-même avait aussi vécu de la violence dans sa propre famille où il y en avait pas mal et où tout le monde était alcoolique. J'ai également entendu parler de violences sexuelles durant l'enfance, à chaque fois commises par des beaux-pères.
Et puis malheureusement, par après, on a aussi un nombre important de participants qui vont subir des violences sexuelles plus tard dans leur vie. C'est quelque chose d'assez commun. Les auteurs qui sont le plus souvent cités au niveau des violences ici, ça reste quand même sans grande surprise les partenaires intimes. Pour l'échantillon de Gender Arc, on parle quand même de 6 femmes sur 8 qui ont subi des violences physiques et psychologiques de la part de leurs compagnons. Je dis compagnons parce que toutes les femmes ici de cet échantillon sont hétérosexuelles. Bon nombre de ces partenaires faisaient eux-mêmes usage d'alcool ou de drogue, mais c'était pas le cas à chaque fois. Donc finalement, que ce soit chez les partenaires intimes ou que ce soit dans la famille d'origine, dans le discours de ces femmes, on va voir assez régulièrement une association entre consommation de substances chez l'auteur des faits et violence. Ici, par exemple, dans cet extrait de Sandrine, elle m'explique que l'alcool rend son compagnon extrêmement violent, que c'est quelque chose de facile chez lui puisqu'il a et quelque chose de normal puisqu'il a déjà connu ça dans sa famille. Plusieurs participantes vont parler d'une influence néfaste des violences subies sur leur usage de substances, c'est-à-dire qu'elles vont me dire que ça a fait augmenter leur usage à un moment donné ou que ça va les mener à une rechute, à des événements violents ou aux émotions négatives qu'ils engendrent à une période de leur vie. C'est le cas ici de Stéphanie, qui a vécu un épisode particulièrement violent, avec des violences sexuelles, physiques et psychologiques de la part de son compagnon, qui lui-même, par ailleurs, n'était pas consommateur de substances psychoactives. Et suite à ça, c'est le moment où elle a recommencé à consommer alors qu'elle avait arrêté quand même pendant une bonne période. La violence de la famille d'origine, quant à elle, elle est particulièrement associée à l'entrée dans l'usage de substances, dans les entretiens que j'ai entendus. Comme ici Laure, qui m'explique que si elle a commencé à boire vraiment beaucoup d'alcool, c'était à cause de tous les mauvais moments qu'elle a passés avec sa maman, de la terreur qu'elle pouvait vivre à la maison et puis également du placement qui s'en est suivi. Alors, si on voit qu'il peut y avoir éventuellement une influence des violences sur l'usage de substances, on voit qu'il y a aussi une sorte d'inverse que j'ai pu observer, c'est-à-dire que de nombreuses participantes vont apporter des situations où c'est leur usage qui les a exposées à des situations de violence, et en particulier de violences sexuelles. Là, au niveau des auteurs de ces violences, c'est vraiment très varié. Ça peut être aussi bien des clients quand elles sont travailleuses du sexe que le partenaire intime, un parent, d'autres usagers ou encore même dans le cas d'une ou deux d'entre elles, des inconnus. Cet extrait-là, je voulais absolument le mettre parce que je le trouve vraiment très, très parlant. Donc, il s'agit de Christine qui est travailleuse du sexe pour financer sa consommation, oui, mais aussi pour survivre simplement. Et elle m'explique qu'elle a vécu pas mal de violences sexuelles et de violences physiques de la part de clients, qu'elle sait jamais quand elle monte dans une voiture si elle va redescendre vivante. Et que ça a évidemment une influence sur sa consommation parce qu'elle n'a pas envie de penser à tout ça. Mais aussi, elle en retrouve cette idée d'influence réciproque dont je parlais avant, que ça la rend moins consciente du danger. Et donc, on peut voir une espèce de cercle vicieux qui s'installe, que j'ai pu observer aussi dans le témoignage d'autres femmes. Par contre, et ça c'était plus étonnant pour moi parce que je m'y attendais peut-être moins, chez plusieurs participantes, c'est la violence subie qui va les mener à demander une aide professionnelle et à l'obtenir aussi certainement par rapport aux expériences de violence ou bien voir les deux par rapport à l'usage de substances psychoactives. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir soit une sorte de déclic suite à cet épisode violent de trop, où à un moment donné, elles vont se dire, bon, maintenant ça suffit, il faut que tout ça s'arrête. Ou alors, parce qu'à un moment donné, c'est cet épisode qui va créer une occasion de demander de l'aide également par rapport à l'usage de substances. Donc, si on synthétise très rapidement ici par rapport aux violences subies, on voit que la violence subie est très présente dans la vie de ces femmes, parfois depuis l'enfance et puis souvent avec des partenaires intimes. On voit qu'elle peut avoir pour effet d'initier, de faire augmenter l'usage ou d'entraîner une rechute, mais ce n'est pas automatiquement le cas. J'en ai aussi qui m'ont dit qu'il y avait aucun lien entre les deux. Bon nombre de ces auteurs sont également eux-mêmes usagers de substances psychoactives, mais à nouveau, ce n'est pas automatiquement le cas. La plupart du temps, c'est quand même des personnes qu'elles connaissent. L'usage de substances peut avoir pour effet d'augmenter l'exposition à des situations de violence, mais il peut aussi avoir pour effet de les mener à demander et obtenir une aide professionnelle. Donc jusqu'à présent, les résultats sont quand même plutôt en continuité avec la littérature existante. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, les femmes de cet échantillon notamment ne sont pas toujours forcément victimes de violences, elles peuvent aussi en commettre. Même si ici, il y en a moins qui m'ont parlé d'expériences de violences commises par rapport aux violences subies. Mais il y en a quand même pas mal.
Dans leur discours, les violences physiques sont presque toujours réactionnelles quand elles en commettent. C'est-à-dire qu'elles vont attribuer ces violences soit à celle du partenaire intime, soit à un état de manque, à un sentiment d'injustice, à une situation de harcèlement, ou encore pour une d'entre elles à une pathologie psychiatrique. Le plus souvent, les victimes de ces violences sont les partenaires intimes, lorsqu'elles commettent ces violences en réaction à celles de ces hommes qui les agressent. Dans ce cas-là, les termes qu'elles vont utiliser, elles vont souvent dire qu'elles ne veulent pas ou plus laisser faire, et il y a cette notion, cette idée de sortir d'une posture passive. Comme on le voit ici dans cet extrait de Sandrine, où elle me dit qu'elle peut être violente avec son compagnon à partir du moment où lui veut lever la main sur elle, qu'elle trouve ça tout à fait normal de ne plus se laisser faire. Dans d'autres cas, puisqu'il ne s'agit pas automatiquement de partenaires intimes, ça peut aussi être, les victimes peuvent être leurs enfants, qu'ils soient adultes ou plus jeunes, des agresseurs, cette notion de nouveau de défense, ou bien d'autres usagers de substances psychoactives. Il faut dire que bon nombre quand même de ces victimes étaient elles-mêmes usagères de substances psychoactives. Certaines vont vraiment identifier clairement la cause de leur passage à l'acte comme étant leur usage de substances. Par exemple, elles vont me dire clairement que l'alcool les rend violentes. Mais à côté de ça, il y en a aussi plusieurs qui vont me dire qu'il n'y a vraiment pas de lien entre les deux, ou alors même que la substance va avoir tendance à les calmer. Comme c'est le cas ici dans ce témoignage de Patricia, où elle m'explique qu'elle peut avoir des crises de nerfs assez imprévisibles et violentes. Et quand je lui demande si ça a un lien avec la consommation, elle m'explique que justement, en fait, la consommation de la substance qu'elle prend va la calmer dans ces moments-là. J'ai aussi, et ça c'était intéressant, une participante qui m'a dit avoir pris la décision d'arrêter de faire complètement usage de substances psychoactives en raison de sa propre violence. Puisque c'est une personne qui est déjà violente sans aucun usage. Et bon, dans un premier temps, elle s'est rendue compte que ça rendait les choses beaucoup plus difficiles pour elle pour obtenir les droits de garde de ses enfants puisque ses enfants étaient placés. Mais aussi qu'elle avait peur à un moment donné de commettre l'irréparable s'il y avait la moindre provocation quand elle avait consommé. Donc, si on synthétise rapidement, on voit qu'il y a toute une variété de situations dans lesquelles les femmes usagères commettent des violences. C'est assez varié, vraiment. Mais si on devait tirer déjà un petit peu des conclusions, on voit que le plus souvent, ce sont des violences qui sont réactionnelles et à chaque fois contre des personnes qu'elles connaissent. Finalement, ici, j'ai seulement 2 femmes qui vont attribuer directement des épisodes de violence à un état d'intoxication, une à un état de manque et une qui avait peur que les substances n'aggravent sa violence, même si elle pouvait déjà être violente sans aucun usage. Donc, évidemment, ça fait penser à la théorie implicite je perds le contrôle de Robitaille et Courteny que j'ai évoqué plus tôt. Mais par contre, force est de constater qu'ici, c'est quand même nettement moins représenté, puisque dans leur étude, ils parlaient de 3/4 des femmes qui faisaient appel à ce genre de discours, alors qu'ici, il s'agit seulement de 4 femmes. Par contre, on peut faire pas mal de parallèles avec plusieurs autres théories implicites de cet échantillon, qui cette fois n'ont plus de lien direct avec l'usage de substances. C'est le cas de la théorie « ceux qui agissent injustement méritent d'être battus ». Donc ça, c'est cette idée de protéger les plus faibles et de se défendre aussi soi-même. Je ne suis pas violente, cette idée d'exception, c'est un comportement exceptionnel, même si parfois les faits démontrent le contraire. Et la théorie implicite, ma vie est trop difficile. Et donc ça, c'est cette idée d'émotions négatives accumulées pendant longtemps qui finissent par exploser. Donc à ce stade, dans la majorité des cas, pour moi, il apparaît plutôt que les violences exercées le sont en tant que moyen de défense ou en tant que représailles, ou alors en réaction à des événements négatifs et évidemment toutes les émotions négatives qu'ils peuvent engendrer. Alors, vu la taille de l'échantillon et le caractère tout à fait préliminaire de ces analyses, il faut prendre ça avec évidemment beaucoup de recul. Il est difficile de tirer des conclusions claires, mais il me semble en tout cas, pour l'instant, qu'il soit question de relativiser l'influence directe de l'usage de substances sur les violences commises par les femmes. En conclusion, à ce stade, ce qui ressort, c'est que les violences interpersonnelles subies peuvent avoir une influence sur l'usage de substances, soit pour faire face à ces événements ou alors parce qu'on est dans le cadre d'un usage sous contrainte. Ce n'est pas automatique. Aussi que l'usage de substances peut avoir une influence sur les violences interpersonnelles subies. De nouveau, prendre ça avec du recul, c'est pas forcément automatique, mais ça peut arriver. Donc, dans ce cas-là, ce sera via l'exposition à des situations de violence ou bien plus indirectement en raison de l'usage de l'auteur. Ou bien également, ça peut avoir une influence sur les violences interpersonnelles commises, soit parce qu'elles sont en état d'intoxication ou de manque, ou alors à nouveau plus indirectement,
parce qu'elles vont réagir aux violences d'un auteur qui lui-même est usager de substances psychoactives. Mais ce que je retiens quand même le plus jusqu'à présent, c'est que les parcours et les situations sont vraiment très variés et ça démontre bien pour moi toute la complexité du rapport qui existe entre usage de substances et violence chez les femmes usagères de substances et tout l'intérêt aussi d'étudier cette association au travers d'une méthodologie qualitative pour vraiment bien aller en profondeur dans le discours, bien comprendre les causes, les effets et les conséquences. Je vous remercie vraiment pour votre attention, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Et je voudrais surtout dire un tout grand merci aux associations et aux institutions qui m'ont accueilli, qui ont été très généreuses avec moi et qui m'ont bien aidée. Et puis aussi et surtout, merci aux participantes pour la générosité et toute la confiance qu'elles ont pu me témoigner pendant ces parfois plus de 2 heures d'entretien et qui ont vraiment partagé beaucoup de leurs histoires avec moi. Voilà, merci beaucoup.